Donc, je ne sais pas si ça résumera tout, je n'ai pas la prétention, mais quelques éléments conclusifs. Donc déjà, pour enchaîner avec ce que vient de dire Paul, une note optimiste, parce que le caractère analytique de la situation nous amène à décortiquer ce que fait l'adversaire en face, quoi. Donc, une fois qu'on a mis tout bout à bout, l'idée, c'est pas de se mettre sous Prozac, quoi. Voilà. Au contraire, ce que Maryse Dumas disait ce matin, c'est face à cela, il y a besoin d'une réponse, de projets transformateurs, je vais revenir, mais parce que, au fond, euh, ce système capitaliste, même s'il a des capacités d'adaptation, il est quand même dans de sacrées difficultés. J'en parlais à l'instant sur la question de la qualité de ce qui est produit. Il va arriver un moment quand même où ce qui est fabriqué, si c'est de trop mauvaise qualité, même les marchands, ils vont avoir un problème, quoi. Voilà. Alors, quelques éléments. Le premier, c'est que il me semble qu'on a dessiné un paysage d'une grande diversité des travailleurs par secteur, avec beaucoup d'évolution. Il y a toujours des ouvriers, mais ils sont autour de 20% et pas de la moitié de la population active. Des cadres qui sont, et ingénieurs qui sont allés en nombre croissant, des employés, c'est-à-dire des exécutants du tertiaire. Bon, une diversité de secteurs, une diversité de statuts, fonctionnaires, CDI, du privé, CDD, précaires, auto-entrepreneurs. Une diversité entre des travailleurs formés, cultivés, des travailleurs qui ont été précédemment éliminés par l'école assez tôt et des travailleurs illettrés, souvent immigrés. Donc, autre aspect, des immigrés récents ou plus anciens, sans qu'on remonte 15 générations en arrière. Des modes de vie alimentaires, vestimentaires, habitat, qui sont parfois étudiés par mes collègues sociologues sous le mode de communauté de vie, mais pour le coup, qui, dans cette façon de faire, mériterait qu'on pense en termes de, mais ces groupes, ils n'existent pas en soi. Ils n'existent pas sans que leur mode de vie, le fait d'habiter en banlieue, le fait d'habiter dans une zone rurale très isolée, quand même, ça tient au fait que leur statut professionnel fait qu'ils ne peuvent pas se payer d'habiter dans le centre de Paris, quoi. Voilà. Et donc, que ces modes de vie, ces groupes, ils trouvent aussi leur place dans le cadre de rapports de production et de rapports de travail d'exploitation. Et puis, j'en parlais à l'instant, il y a la question des travailleurs et des usagers ou des clients qui se posent. Et peut-être, on a commencé à travailler dans la revue, mais finalement, c'était en filigrane de plusieurs interventions. Bon, celle de Bertranger sur les étudiants et les profs, celle de Pierre-Henri Lab sur les femmes de chambre. Finalement, les patrons ou les donneurs d'ordre savent tirer profit, c'est le cas de le dire, des divisions, des discriminations, au fond des dominations, pour mieux servir le rapport d'exploitation. Et que peut-être, en termes analytiques, il y a besoin de bien distinguer ce qui touche à des dominations qui sont de l'ordre du symbolique et ce qui touche à de l'exploitation, qui tient quand même à des questions matérielles, même si les dominations ont aussi des caractères matériels. Et peut-être que, justement, plutôt que d'opposer les deux, il faut penser leur dynamique, qui peut parfois jouer contre nous, mais aussi, comme le texte de Pierre-Henri Lab ou d'autres le montrent, qui peuvent se retourner et dont les syndicats peuvent s'emparer pour justement créer des solidarités là où le patronat cherche à trouver des divisions. Parce que ce qui se pose au fond, c'est cette diversité des travailleurs dont je parlais. Pourtant, simultanément, quelle que soit leur représentation subjective où ils ont du mal à se reconnaître dans un ensemble, on peut identifier un certain nombre de convergences objectives cette fois. Convergences objectives parce que tous connaissent désormais la précarisation. Ce n'était pas vraiment le cas des cadres il y a 60 ans. Tous connaissent désormais la question de la dérégulation des statuts et des conditions de travail, la modulation des services, on en parlait pour le SUP, les contrats précaires, la sous-traitance. Tous connaissent la question de l'intensification de la productivité, des contraintes, des contrôles, du management.
je veux dire, je suis universitaire, c'est pas rien, l'évaluation quinquennale, quoi. Hein, tous les 5 ans, qu'est-ce que vous avez produit et vous avez fait combien de cours, et ceci, et cela, il faut rendre des comptes de tout, surtout, tout le temps. Remise en cause pour tous. Alors, ça, c'est 2 points qu'on a abordés en filigrane et peut-être je suggère à titre de proposition que si on pouvait recoopérer une autre fois, ça pourrait être un autre thème de travail. Remise en cause pour tous de l'heure de travail comme unité de compte. Ce que disait Pierre-Henri Lab, voilà, en fait, presque elles sont payées la tâche, ce qui est illégal. Mais enfin, il n'y a pas que là. Quand la loi LMD est passée, j'en parlais il y a un instant, quand même, ce qui a été décidé, c'était que le diplôme, c'était plus tellement un nombre d'heures de cours, et donc un nombre d'heures d'enseignement en face. C'était des crédits monétisés qui font que quand les moyens diminuent de réforme en réforme tous les 5 ans ou de maquette de diplôme en maquette de diplôme, pour valider le même nombre de CTS, on nous dit baisser le nombre d'heures de cours et passer le reste en heures de travail personnel de l'étudiant. C'est que l'heure de travail, l'heure de l'activité humaine n'est plus le compte, l'unité de compte. Ça devient les résultats, les produits. Tu as moins de cours, à toi d'être au niveau quand même pour que Parcoursup te recrute. Tu as moins d'heures de travail, à toi d'être plus payé, à toi de te débrouiller pour que autant de chambres soient faites, voire davantage. Donc, il me semble que c'est aussi vrai pour les ubérisés, qui ne sont pas des salariés tout à fait comme les autres. Je pense qu'il y a là quelque chose dont le syndicalisme s'est déjà emparé, mais peut-être qu'on pourrait mieux revenir sur ce que Jean Ferrat appelait dans une chanson que vous connaissez tous ici, la lutte obstinée de ce temps quotidien. Parce qu'au fond, c'est aussi ça qui est remis en cause. Et je crois que parmi les éléments de convergence, il y a les besoins de formation, de reconnaissance et de qualification qui grandissent aussi bien chez les personnels d'exécution que chez les autres, et que se pose quand même un constat de l'affaiblissement que cherche à produire le patronat des qualifications. Quand même, la réforme LMD, elle a rendu caduque plusieurs conventions collectives qui étaient bâties à Bac plus 2 et Bac plus 4. Fini, il n'y a plus de Bac plus 2 et Bac plus 4. Donc les conventions, elles n'existent plus. Enfin, elles n'existent plus. Elles ne servent à rien. Sauf qu'en face, ils ne nous ont pas proposé de renégocier à Bac plus 3 et Bac plus 5. Hein? Enfin, c'est certification, chaque boîte donnera son truc, des petites reconnaissances locales qui fait que le patron, il a sa garantie, mais le salarié, lui, il n'a pas la garantie que le papier, il lui serve à quelque chose. Et que je pense que sur ces enjeux de formation, de qualification, c'est aussi à connecter avec les enjeux de travail. Et quel que soit finalement le niveau de formation, ces questions-là se posent. Donc, il me semble que là, il y a des aspirations individuelles à étudier plus ou moins qui rejoignent la question des garanties collectives et qui pourraient faire l'objet d'un travail de conquête, de revendication et des potentialités pour construire des repères collectifs pour ce qui en germe la constitution d'une classe salariale. Ce qui évidemment me conduit à la question des pratiques syndicales. Moi, j'ai repéré dans ce qu'on a dit plusieurs choses qui évidemment sont en lien, mais pour le besoin de l'analyse, on va les distinguer. Les pratiques concrètes en lien avec les travailleurs pour l'amélioration concrète des conditions de travail et de rémunération, avec la question des progressions et mobilités, des statuts, qui est une façon de prendre les choses opposée à celle de la flexibilité. Deuxièmement, des pratiques symboliques de rapprochement des travailleurs divisés, des pratiques d'explication de l'analyse des logiques néfastes qui pèsent sur leur travail. Quand aux femmes de chambre illettrées, on leur explique que quand même, quand on les paye à la tâche, etc. Bon, voilà, c'est du travail pédagogique des syndicalistes. Troisièmement, là, je le disais tout à l'heure, je ne vais pas faire long, donc la défense de la qualité. Parce que, au fond, c'est aussi un levier pour aller vers le 4e point, qui est la question du projet transformateur. C'est que c'est les travailleurs qui désormais défendent la question de la qualité de ce qui est produit en termes matériels, mais aussi en termes de services. Si les enseignants font malgré tout acte de participation, c'est qu'un dernier recours quand même, on va sauver les mômes. Il ne faut pas déconner. Voilà. Et que même si c'est instrumentalisé, ce qui évidemment voilà, ne nous réjouit pas, mais au fond, ça veut dire que dans l'opinion publique,
Ceux qui portent une question d'avenir, ben, je veux dire, il y a un boulot d'explication à faire, mais on a quand même un sacré avantage dans le débat, quoi. Voilà. Donc, ça, il me semble que, en termes de projet de formation, de projet de transformation, je suis enseignant, ça ressort de temps en temps, il me semble que, bien sûr, ça constitue des raisons d'être, pas d'un optimisme béat et naïf, parce que le rapport de force, y compris ces jours-ci, est particulièrement violent, mais quand même, il y a de quoi travailler. Alors, tout ça pour dire que les 6 contributions que vous avez entendues aujourd'hui paraîtront dans le numéro 412 de La Pensée, qui sera daté d'octobre-décembre 2022, donc dans quelques mois, dans pas longtemps. Et dans ce même numéro paraîtront la présentation des 2 instituts de recherche de la FSU, puisque dans la revue, nous avons commencé une série de publications qui présentent différents instituts, mais aussi le collectif Camille Nous, qui chez les universitaires signe collectivement pour éviter la course à la publication individuelle. On va en présenter d'autres. Des collectifs de production d'idées progressistes. Et donc, le dernier des derniers mots, c'est déjà remercier la CGT pour l'accueil, remercier le camarade, dont je ne dirai pas le nom parce qu'il le sait, qui nous a fait le visuel, remercier les collègues de la Fondation Gabriel Péri, Tania, Christelle, Louise Gaxi, la directrice, que vous n'avez pas vue à l'écran pour ceux qui sont à distance, mais c'est quand même grâce à elle que vous pouvez nous écouter et nous voir. Et qui, en plus de la retransmission en direct, vont assurer la mise à disposition des vidéos dans quelques jours. Il ne faut pas s'exciter, il va falloir un peu de temps de travail. Voilà. Et sur les sujets évoqués, parce que je ne pouvais pas me passer de faire un peu de pub, je vous rappelle qu'il y a la page web de La Pensée sur le site de la Fondation Gabriel Péri, sur laquelle vous pouvez vous abonner à notre newsletter, mais les 2 instituts ont aussi leur page avec leur production que je vous invite à consulter. Et dans les numéros précédents de la revue, comme celui qui va paraître sur les pratiques syndicales face aux évolutions du capitalisme, pourront être commandés directement à la Fondation Gabriel Péri pour la version imprimée, mais ils sont aussi disponibles en numérique sur Kern. Et comme j'ai été trop long, je vous dis merci à tous.